Alors, donc toujours à ECHO à Copenhague et là devant un poster. Je suis bien entourée puisque je suis entourée à la fois de Mathieu Allais, du professeur Mathieu Allais qui est gastro-entérologue au service de gastroentérologie du CHU de Saint-Louis à Paris, et puis eh bien de monsieur Éric Balèze qui est lui vice-président de l'AFA. Alors, et qui est aussi patient expert. Alors, ils ont aussi d'autres casquettes. Ils ont un rôle très important dans l'AFEMI. Donc, vous êtes secrétaire général de l'AFEMI et vous êtes le président. Alors, monsieur le président, qu'est-ce qu'on peut dire de l'AFEMI? C'est l'Association française d'éducation des maladies inflammatoires. C'est une initiative qui a été lancée associant des patients de l'Association François Aupetit et des médecins. Jacques Moreau, qui a été le premier président de l'AFEMI, a été un initiateur de ce programme. On a monté ce groupe avec plusieurs équipes, avec Xavier Buterne et d'autres, de nombreux investigateurs en France. Et donc c'est l'Association française d'éducation des maladies inflammatoires intestinales. Et l'originalité, c'est que nous sommes médecins, soignants et patients dans cette même aventure. Et notre objectif, globalement, est de développer l'éducation thérapeutique en France. Alors là, vous avez fait, l'AFEMI a fait un état des lieux aujourd'hui de l'éducation thérapeutique dans les MICI. Mathieu Allais, décrivez-nous un petit peu le poster puisque c'est l'objet de cette étude. Oui, donc c'est une enquête, un questionnaire qui a été envoyé à des centres qui avaient manifesté leur envie de faire de l'éducation thérapeutique pour améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie. Et sur les centres qui ont été contactés, 37 ont répondu, surtout des équipes de centres hospitaliers, 33 et 4 centres privés. Quand on dit centre, c'est finalement des groupes de cliniciens, d'infirmières, d'éducateurs, associés à des patients experts pour une partie d'entre eux, qui forment un groupe et qui offrent aux patients cette possibilité de suivre un programme d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire, peut-être qu'Éric, tu pourrais décrire un peu plus ce qu'est l'éducation thérapeutique, mais c'est d'informer les patients. En gros, on voit sur cette enquête, les grands points importants, c'est que des patients experts, ce qui est quand même l'originalité de ce programme, c'est qu'on travaille avec les patients, et je pense que c'est un des points les plus importants dans notre groupe. Des patients sont impliqués dans l'éducation thérapeutique dans 50% des centres, à peu près. L'éducation donc se fait de façon un petit peu difficile dans les centres, sans soutien financier, parfois sans même de locaux dédiés. On n'a que 50% des centres qui ont des locaux dédiés dans leur centre. Et on a 2/3 des centres qui ont des éducateurs formés à l'éducation thérapeutique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ébauche c'est l'initiation de ce travail d'éducation thérapeutique en France. On voit les difficultés et pour nous ça permet de mieux voir quels sont les points faibles de nos programmes d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le réseau s'étende et qu'on offre cette éducation au plus grand nombre de patients. Et ici sont les différents termes qui sont abordés. Peut-être que Éric peut parler de ces aspects. Tout à fait, merci. Effectivement, on voit quand même que les sujets les plus abordés dans les sessions d'éducation thérapeutique sont la connaissance de la maladie, les régimes alimentaires, l'adhésion au traitement et les effets secondaires des traitements, plus la fatigue. Vous confirmez que ce sont les préoccupations des patients? Alors, effectivement, donc les 4 qu'on voit donc sur le poster, effectivement la fatigue revient fréquemment parce que c'est une chose en fait voilà, dont on parle pas beaucoup. En tout cas, on n'a pas de réponse souvent sur le terme de la fatigue. On rencontre aussi pas mal de problèmes sur l'alimentation. Ça, c'est des choses aussi que les malades abordent assez fréquemment. Alors après, sur les 2 autres, moi c'est vrai que ce qui revient aussi assez fréquemment, c'est les droits sociaux. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, voilà, on a du mal à en parler parce qu'il faut connaître. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui revient assez fréquemment. Et aussi les thérapies complémentaires. Parce que là aussi, souvent, on n'a pas les réponses. Donc on voit que les malades ont besoin. Donc c'est bien thérapie complémentaire, hein, c'est en plus d'eux, c'est pas à la place d'eux. Donc c'est vraiment d'essayer aussi de les aiguiller dans ces thématiques-là. Et donc souvent ces thématiques, en fait, elles sont développées, vous disiez, à travers différents outils en dehors de l'éducation thérapeutique? Alors elles peuvent être abordées
en éducation thérapeutique, parce qu'il y en a qui ont mis en place des séances de sophrologie, des séances de relaxation, et on peut l'aborder aussi donc sur une plateforme Miki Connect que l'on a, où vous allez pouvoir retrouver pas mal de thérapies complémentaires. Vous allez avoir donc des interviews pour expliquer ce que c'est, comment ça marche, quel est en fait le contenu de la séance, et surtout que vous allez pouvoir aussi tester avec des podcasts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir essayer. Il y a des petits podcasts de 2, 5, 10, 15 minutes, et ce qui va peut-être permettre aux malades d'accrocher sur l'une ou sur l'autre, parce que c'est vrai que chacun est différent, chacun accroche sur une thématique différente. Alors en gros, on sait tous que l'éducation thérapeutique a montré son efficacité, en particulier dans les Miki, lors d'une étude qui s'appelait l'étude ESIP. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même des efforts à faire, en particulier financiers, des efforts à faire pour faire en sorte que l'éducation thérapeutique soit un peu partout accessible aux patients. Comment on va pouvoir aujourd'hui améliorer la situation d'éducation thérapeutique dans les Miki, Mathieu Allais ? Bien, je crois que notre stratégie est de diffuser cette connaissance que l'on a sur l'importance de la communication avec les patients, d'associer les patients aux décisions thérapeutiques. Et comment est-ce qu'on peut associer les patients aux stratégies ? C'est en finalement leur donnant des informations sur la maladie elle-même, sur les traitements qu'on peut proposer, leurs bénéfices, leurs risques, les différents aspects de la vie. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'au cours des maladies inflammatoires intestinales, il y a une grande hétérogénéité. Les patients, d'un patient à l'autre, ont des expériences différentes de leur maladie. Il y a des aspects qui sont au premier point, comme la fatigue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces ateliers, les patients, les soignants échangent, je dirais, comme des tuyaux. Comment faire pour qu'au quotidien, on vive mieux, on affronte mieux les difficultés de la vie. Et finalement, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que ça permet... L'éducation thérapeutique devient comme un traitement, pour améliorer la prise en charge et favoriser l'adhésion des patients à la stratégie, ce qui est le point essentiel. C'est-à-dire que tout ce qui est fait finalement, c'est pour que le patient ait une vie normale, que la situation soit améliorée au possible. Et on est convaincu que ça passe par toute cette information. Alors comment on va développer ça ? On communique vers les autres cliniciens, on communique vers les patients. Et on essaye de développer ces programmes. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est un effort qu'on a débuté il y a longtemps. Il faut former beaucoup de gens pour parce que ça marche beaucoup, comme vous l'avez dit, sur le volontariat. On est peu financé. Donc beaucoup des cliniciens, des infirmières font ça sur leur temps pour participer à ces programmes. Et on espère un petit peu professionnaliser cet aspect parce que ça fait finalement, ça a un intérêt, ça améliore la prise en charge des patients. Et donc c'est finalement l'objectif final d'un système de santé. Et simplement, je voudrais insister aussi sur le fait de travailler ensemble, parce qu'on est quand même, donc justement, la FEMI, c'est vraiment soignant et patient expert. Et le but aussi, en tout cas, je pense, c'est de se former ensemble. C'est-à-dire que pour faire de l'éducation thérapeutique, on a besoin de 40 heures. Et le but aussi, c'est de pouvoir faire ces formations ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et je pense, à travers la FEMI, en faisant les formations, justement, soignants-patients, on arrivera beaucoup plus facilement à être intégrés dans les centres et à travailler ensemble, en tout cas. Donc ça, c'est quand même chose de primordial. Merci. En fait, en conclusion, il faut soutenir les actions de la FEMI, ça c'est vraiment très important. Il va y avoir un livre blanc de l'éducation thérapeutique qui va sortir et qui va donner en fait une image assez complète de l'éducation thérapeutique en France dans les Miki, et ce grâce au soutien institutionnel des laboratoires Takeda. Et puis demain, il faut rendre plus accessible l'éducation thérapeutique à travers peut-être, pourquoi pas, des outils numériques. On en reparlera probablement bientôt, aussi du côté télémédecine et outils numériques. C'est un des aspects, mais ce qu'on voit aussi qu'en même temps, le contact humain est essentiel. Et c'est pour ça que, pour ce qu'on vient à ce que tu disais, c'est qu'on apprend les uns des autres. Et c'est pour nous assez passionnant en tant que soignants de travailler avec des patients experts, et je crois vice-versa. Donc on s'enrichit, et on améliore notre discours, et on améliore la prise en charge finalement. Bon, work in progress. Merci messieurs.